On a tous nos petites habitudes, n'est-ce pas? Le café du matin pour bien démarrer, peut-être un verre le soir pour décompresser. On compte souvent sur certaines substances. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment dans notre cerveau à ce moment-là? Allez, on plonge dans la chimie qui se cache derrière ces sensations. Et attention, ce n'est pas juste une question de volonté, loin de là. C'est un véritable voyage chimique puissant qui commence avec une toute petite dose et qui peut complètement changer notre façon de voir le monde. Voilà le programme. On va commencer en douceur avec les stimulants de tous les jours, comme le café. Puis on passera au dépresseur social par excellence, l'alcool, avant d'explorer des substances qui modifient carrément la réalité. Et on terminera avec des analgésiques qui peuvent se transformer en véritables pièges. Le truc, c'est que toutes ces substances, au fond, elles racontent un peu la même histoire. Un cycle quasi universel en 4 temps. D'abord, la promesse, ce qui nous attire. Ensuite, l'apogée, le pic de sensation. Puis, inévitablement, la chute. Et enfin, bien souvent, le piège qui se referme. C'est parti. Allez, on commence avec 2 substances que des millions, voire des milliards de personnes utilisent chaque jour, souvent sans même y penser. Je veux bien sûr parler de la caféine et de la nicotine. Alors, la caféine. On croit tous que ça nous donne de l'énergie, mais en fait c'est une illusion. C'est même plus malin que ça. La caféine ne crée rien. Elle se contente de bloquer le messager de la fatigue dans notre cerveau, une molécule appelée adénosine. En gros, c'est comme mettre le réveil en mode silencieux. Et sur le coup, ça marche du tonnerre. On se sent plus concentré, plus vif, on a l'impression de tout maîtriser. Le problème, c'est que le réveil, lui, y sonne toujours. Et dès que l'effet de la caféine s'estompe, toute la fatigue qu'on avait mise de côté nous revient en pleine figure. C'est le fameux coup de barre de l'après-midi. Passons maintenant à la nicotine. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide. En quelques secondes à peine, ça déclenche un chute de dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir. Mais c'est là que le piège est absolument parfait. Cette sensation de calme, de soulagement, ce n'est pas un vrai calme. C'est juste le symptôme du manque qui s'arrête. En fait, la nicotine ne fait que soulager le stress qu'elle a elle-même créé. C'est un cercle vicieux. Bon, on a vu ce qui accélère. Maintenant, regardons ce qui ralentit. On va parler de la substance la plus intégrée socialement, et de loin, l'alcool. Les grandes promesses de l'alcool, c'est la connexion sociale. En ralentissant un peu notre cerveau, il fait tomber les barrières, les inhibitions, on se sent plus à l'aise, plus confiant, plus sociable. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Sauf que ce pic de convivialité, il ne dure pas. Plus le cerveau ralentit, plus on perd le contrôle, le jugement, la coordination. Et la descente, on la connaît tous. C'est la fameuse gueule de bois. Un mélange de récupération physique difficile et d'un état mental souvent anxieux. Maintenant, on monte encore d'un cran. On va parler de substances qui ne se contentent pas d'augmenter ou de baisser le volume de nos sensations. Non, elles changent carrément la musique. Elles modifient notre perception même de la réalité. Prenons le cannabis. Son principe actif, le THC, vient en quelque sorte pirater un système de régulation de notre corps qui gère l'humeur ou la perception. Le résultat, les sens sont décuplés. La musique peut paraître incroyablement profonde, les couleurs plus intenses, et même notre perception du temps peut être complètement distordue. La cocaïne, c'est une toute autre stratégie. C'est l'approche par la force brute. Elle force littéralement le cerveau à relâcher toute sa dopamine, tout son stock de plaisir. Et en plus, elle bloque les portes pour l'empêcher de la récupérer. C'est une inondation chimique. L'effet est instantané et explosif. Une euphorie immense, un sentiment de puissance, de confiance absolue. Mais il y a un mais, et il est de taille. Le cerveau a tout donné, il a vidé ses réserves. La chute est donc aussi violente que la montée a été fulgurante, laissant un vide, de l'anxiété et une envie dévorante d'y retourner. Et on termine avec une catégorie de substances qui à la base n'avaient rien de récréatif. Leur but était purement médical, supprimer la douleur, je parle bien sûr des opioïdes. Leur mode d'action, c'est de se fixer sur nos récepteurs de la douleur pour les bloquer. Mais en faisant ça, ils déclenchent aussi une vague d'euphorie, une sensation de chaleur, de bien-être et de calme absolu. Et c'est là que le piège devient existentiel, et même terrifiant. Le cerveau est tellement submergé par cette sensation qu'il se reprogramme. Il en vient à considérer que cette substance n'est plus un plaisir, mais un besoin vital, aussi essentiel que de respirer ou de boire. Le manque devient alors une torture physique et mentale. Alors, si on prend un peu de recul, quel est le fil rouge de tout ça? Finalement, chaque substance nous vend une promesse, celle d'un contrôle. Contrôle sur notre fatigue, sur notre timidité, sur notre douleur. Mais ce n'est qu'une illusion. Et ce tableau résume tout parfaitement. Pour chaque substance, il y a l'illusion qu'elle nous offre, l'énergie, le calme, la confiance. Et derrière, il y a le piège chimique bien réel. Le café qui ne fait que cacher la fatigue, la nicotine qui calme un manque qu'elle a créé. La chimie, elle, a sa propre logique.
Et à ce jeu-là, c'est souvent elle qui gagne. Ce qui nous amène à une question finale, et peut-être la plus importante. Si la chimie semble avoir presque toujours le dernier mot, où se situe alors le véritable contrôle ? Peut-être que la première étape, la plus cruciale, c'est simplement de comprendre cette mécanique.